quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Aliénor de Santenac est responsable communication chez Lazare. Son rôle ? Faire briller sur les réseaux sociaux des maisons pas comme les autres. Je vous épargne la visite des étages, il n'y a que des chambres, mais c'est au rez-de-chaussée que tout se passe. Dans le salon, les colocs lisent, discutent, se jouent aux cartes. Dans la cuisine, certains préparent le dîner, d'autres font la vaisselle. Une vie de coloc, quoi. Oui, mais s'y mélangent des jeunes actifs et des anciens sans-abri. C'est ça, une coloc Lazare. Aliénor et Toum Toum ont toutes les deux été colocs. Elles nous racontent la construction de ce vivre ensemble un peu atypique et cette association qui donne un toit, des relations humaines et, comme le dit si bien Toum Toum, de la dignité. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Aliénor et bonjour Toum Toum. Bonjour Grace. Toutes ensemble, j'adore. Je suis ravie de vous recevoir sur Culture d'entreprise pour cet épisode qui est un petit peu particulier parce qu'en fait je participe à Podcasson, qui est un événement organisé par Yves Delnat et Jérémy Mani, qui est dédié à l'altruisme. Et on est 400 podcasteurs à se donner rendez-vous pour publier un podcast au même moment qui met en avant une association. Et moi, je vous reçois toutes les deux parce que vous représentez l'association Lazare. Je suis ravie de vous avoir avec moi. Et je vais vous laisser, en fait, d'abord vous présenter l'une et l'autre et puis me raconter ce qu'est l'association Lazare. Merci en tout cas de nous recevoir. Moi, c'est Aliénor. Je suis responsable de la communication pour l'association Lazare et j'ai été coloc pendant 1 an aussi dans une des maisons. Je suis avec Toum Toum. Ancienne coloc Lazare. Ancienne coloc Lazare. Ça veut dire que Toum Toum, tu habitais dans la rue avant et tu es passé par une maison Lazare. Alors d'abord, j'ai été hébergée chez un prêtre pendant 1 an et j'ai travaillé. Et j'ai connu la colocation Lazare par des amis, oui. Comme on avait avec le prêtre, parce que je pouvais pas rester indéfiniment dans un presbytère. D'accord. Et tu as vécu combien de temps en colocation Lazare ? 1 an. 1 an, d'accord. Et c'était où ? À Nantes ? C'était à Nantes. C'était la première coloc Lazare, la deuxième coloc Lazare, puisqu'il y a eu Lyon. Et après, il y avait Nantes. D'accord. Et moi, je suis à Lille. Je pense qu'il y en a une à Lille aussi. Moi, je suis allée visiter celle de Lille, mais c'était des femmes à l'époque. Mais justement, alors c'est ça, en fait, les colocs, c'est mixte. Non, en général, dans une maison Lazare, t'as des colocs d'hommes, de femmes, et t'as une famille. Mais donc, en fait, une maison comme celle dans laquelle on a vécu à Nantes, c'est 45 personnes. Tu vois, t'as 2 colocs d'hommes, donc t'as une coloc de 8, une coloc de 6, une coloc de 8 femmes, une famille, des studios, donc ça fait du monde. Et vous avez été colocs toutes les deux ? On n'a pas été en coloc ensemble. Pas ensemble, non. D'accord. On avait une coloc de 10 hommes, 10 femmes, qui n'était pas complète, plus la famille. À l'époque, il n'y avait que ça. En fait, quand on s'installe dans une ville, on commence avec le bâtiment qu'on a, et donc c'est plus petit, jusqu'à ce qu'on pérennise le bâtiment. Et là, notamment à Lille, donc il y a une coloc de 7 hommes, et en fait, on va faire construire pour avoir une famille et une coloc de femmes au même endroit. D'accord. Et alors, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs, du coup, même si on l'a un petit peu compris, mais l'association Lazare développe des colocations solidaires entre sans-abri et jeunes actifs, et puis des familles aussi, du coup, c'est ce que vous disiez là. Quels sont les objectifs d'une coloc comme celle-là ? L'intuition à la base, c'est que les gens, pour sortir de la rue, ont besoin d'un toit, mais surtout de relations sociales pour se relever. Donc c'est d'offrir un contexte bienveillant, familial, où les gens ne seraient pas abandonnés. Je sais pas, Toum Toum, ce que tu pourrais dire. Ouais, alors quand on dit social, c'est pas des assistantes sociales, les colocs. Ce sont des colocs, entre guillemets, uniquement. C'est pour créer un lien, en fait. Un lien, eux, ça leur permet de découvrir le monde de la rue. Et nous, ça nous permet de remonter suite à une période plus ou moins longue de la rue. D'accord. Et de créer des liens différents de ceux qu'on a quand on est SDF avec les gens. Justement, toi, Toum Toum, comment ça s'est passé pour toi ? Tu dis que tu es resté 1 an dans une coloc Lazare. Comment ça s'est passé ? Quels sont les souvenirs que tu en as et quel est ton retour d'expérience ? Retour d'expérience, c'est comme dans une famille. C'est-à-dire que dans une famille, je peux utiliser des mots cash ou pas ? Oui, bien sûr. On s'engueule, Ouais. ça ne veut pas dire qu'on se fout à la rue pour autant.
Parce que les oiseaux, cuit, les oiseaux chantent, non, c'est pas ça. Ouais. Il y a des moments extraordinaires, des moments très sympas, des moments complices, et puis des moments où ça vrille un peu, et comme dans une famille, pareil. Sauf que quand on arrive, on se connaît pas. Oui. Donc, faut créer un lien. Et les jeunes pros qui arrivent ont peut-être aussi peur des gens de la rue, parce qu'on n'a pas une réputation extraordinaire. Et puis débarquer avec des jeunes, quand on a un certain âge, entre guillemets, on va se dire, là, ils ont l'âge de nos enfants. Donc, on se dit, ça va être chaud patate, quoi. Ouais. C'est un petit défi pour tout le monde. Ah oui, parce que nous, on a l'âge de leurs parents, et eux, ils ont l'âge de nos enfants. Ouais. Donc, on n'a pas forcément envie de retourner dans un endroit où on a des gens qui ont l'âge de nos enfants. Mais ce qui fait la différence, c'est que ce ne sont pas nos enfants, ce sont des colocs, justement. Donc, on est au même niveau, tout le monde doit faire les ménages, tout le monde doit faire la cuisine, tout le monde doit participer à la vie de la maison. Et après, on peut faire aller prendre un pot. Alors, quand je dis prendre un pot, on boit pas d'alcool et on fume pas de drogue, mais on peut faire des sorties avec les accueillants, donc les colocs, les jeunes pros. On peut faire des sorties entre hommes et femmes aussi, en dehors de la coloc ou même dans la coloc, il y a des repas organisés. En Belgique, c'est très drôle, j'arrive de Belgique, et là, la coloc, c'est une maison. Donc, il y a un jardin entre les deux, et les fenêtres, portes-fenêtres des maisons sont pas fermées à clé la journée. Donc, les hommes vont chez les femmes vont chez les hommes. C'est sympa. C'est très drôle. C'est sympa. Donc, oui. Donc, vous êtes en Belgique aussi maintenant. France-Belgique ? Ouais, on est en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, au Mexique. Ah oui, dis donc. Et on a eu des demandes au Canada et on a bientôt aussi à Londres une maison qui est identifiée et qu'on est en train d'acheter. D'accord, c'est génial. Et alors justement, on disait c'est souvent génial, mais c'est pas toujours facile. Comment est-ce que vous arrivez à créer ce lien, ce vivre ensemble avec des personnes qui viennent de milieux et d'univers complètement différents et qui en plus de ça n'ont pas du tout le même âge? Comment tu dirais ça, toi, Toum Toum? Ah, je sais pas. On apprend à se connaître, on a un feeling qui passe. Et puis voilà, quoi, c'est... Moi, j'ai des colocs, des anciennes colocs à moi qui sont restés amis. On est restés amis avec eux. Ça fait 10 ans, je sais plus combien d'années que je suis partie, et on est toujours amis. Puis il y en a, on n'est pas restés rien du tout, parce que on s'entendait bien, mais on n'avait pas de lien particulier. Et du coup, ces amis qui ont l'âge de mes enfants, eh ben, c'est pas, je les considère pas comme mes enfants. Ce sont des amis. Et ça, toi, Toum Toum, tu sens que du coup, tu dis que tu es resté 1 an, et tu sens que ça a été un vrai tremplin pour toi, ou c'est vraiment quelque chose qui t'a permis d'avancer? Alors, je suis un cas peut-être particulier, c'est un tremplin, oui et non. Parce que moi, j'avais déjà un lieu de logement, comme je disais, dans un militaire, donc j'avais déjà passé ce tremplin entre la rue et la colocation, puisqu'il déjà en colocation, mais qu'avec des hommes. Ouais. Donc, j'étais déjà rentrée dans ce mode de fonctionnement. Oui, d'accord. Et du coup, toi, Aliénor, parce que toi aussi, tu as été coloc, comment est-ce que tu l'as vécu dans l'autre sens? Bah, moi, ça a été une année assez particulière parce qu'on a été confinés ensemble. Ah oui. Ah oui, dis donc. En fait, moi, c'était particulier. En fait, je venais travailler pour Lazare et j'arrivais dans une nouvelle ville. Donc, c'était un changement parmi d'autres. Mais en fait, j'ai été hyper bien accueillie par toutes les filles. D'ailleurs, c'est un peu un abus de langage. Les gens, en parlant de l'asso, disent il y a les accueillis et les accueillants. Mais en fait, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de distinction entre les deux. C'est-à-dire qu'on considère qu'on est tous accueillis à un moment donné. Et comme ça tourne assez souvent, en fait, il y a des gens qui t'accueillent qui sont déjà là. Moi, c'est Jean-Claude qui était dans la maison, qui était un gars qui vivait déjà depuis 4-5 ans là, qui m'avait proposé de venir me chercher à la gare. Il y a un petit rite d'accueil qui fait souvent on essaye de trouver des fleurs, on essaye d'être là pour le dîner, pour t'accueillir. C'est assez sympa. Et après, le confinement, bah, du coup, ça a été particulier, mais ça a été hyper chouette parce que nous, on a des règles de vie assez claires. Donc, quand on rentre à Lazare, on sait pourquoi on vient. Et du coup, on prend des engagements les uns vis-à-vis des autres, et notamment faire son service, être là au dîner de coloc 1 fois par semaine. Et oui, du coup, vous avez ces moments justement de vivre ensemble qui sont organisés et qui sont nécessaires aussi pour créer ce lien. Ouais, en fait, vivre ensemble, je pense que ça s'improvise pas tellement. Moi, j'avais déjà été en coloc et bon, ça s'était toujours bien passé, mais je pense que le confinement a poussé un peu les logiques
jusqu'au bout. Et en fait, moi, j'ai eu pas mal de copains qui sont improvisés en coloc dans des super maisons, je sais pas où, à la campagne. Ouais. Ça avait l'air hyper sympa sur les premiers jours et souvent, c'est un peu devenu une dystopie au bout de quelques semaines parce que les gens qui devaient faire la cuisine la faisaient trop tard et les autres avaient des visios à telle heure. Enfin, j'ai l'impression que les gens se sont un peu écharpés alors qu'en fait, nous, ça s'est super bien passé parce que on avait décidé d'être tous ensemble, qu'on avait déjà des règles, qu'on savait que c'était déjà difficile. La vie en commun était déjà un combat et on le savait. Et du coup, on a décidé de faire de chaque jour quelque chose d'un peu exceptionnel. Donc, on fêtait les anniversaires. En fait, ça a été que du plus. C'est-à-dire que les gens étaient là. On faisait des blind tests aux fenêtres et les voisins participaient. Enfin, c'est une situation un peu exceptionnelle qui a rajouté un peu de vie dans un environnement qui en avait déjà, quoi. Ouais, c'est génial. D'accord. Et la coloc dure 1 an et change systématiquement au bout de 1 an ou vous pouvez rester beaucoup plus longtemps dans la coloc? En fait, quand tu sors de la rue, t'as pas de délai. Enfin, on t'en parlera, Toum, mais les jeunes actifs, ils s'engagent pour 1 an renouvelable, mais on n'arrive pas tous au même moment. Donc moi, t'as des gens qui arrivent en janvier parce qu'il y a une place qui se libère. Et du coup, ça change régulièrement, mais toute la coloc ne change pas d'un coup à un moment T, quoi. D'accord. Et toi, Toum, du coup, tu as des choses à ajouter là-dessus? Oui, j'ai une anecdote. J'ai une coloc qui n'a jamais été ma coloc, avec qui on est quand même devenus amis. Chez les filles, on avait un truc tout bête. Quand on quittait notre chambre, on refaisait le lit, on nettoyait au maximum. J'ai pas eu le temps de faire les carreaux. Mais j'avais bien nettoyé la chambre. Nous, dans la maison où on était à l'époque, il y avait un cabinet de toilette avec une douche privative et des WC et un lavabo. Donc, j'avais tout nettoyé. J'avais fait le lit, j'avais mis serviettes, gants de toilette et tout. Et quand la nouvelle coloc est arrivée, elle a fait « C'est qui a fait ça? C'est tout. » Et on s'était vu à un repas de l'amitié. Et du coup, elle a voulu me voir absolument. C'est Sarah, en fait. Et Sarah, elle s'est mariée, elle a des enfants maintenant. Mais en fait, grâce à un geste qui a l'air tout bête, je veux dire, faire son lit quand on s'en va, nettoyer la chambre, c'est tout bête, mais ça peut provoquer... t'arrives, déjà les gens de la rue, on a nos valises, c'est le cas de dire, nos valises là, et dans puis nos valises réelles. Ouais. Donc on arrive, on pose nos valises, on a des gants de toilette, une serviette, on n'a pas de vie à faire, on a juste à poser nos sacs et à ramasser nos vêtements quand on veut, bref. Et les accueillants, bah oui, je suis obligée, hein, les jeunes pros, c'est mieux comme ça. Les jeunes pros, bah, ça peut être agréable aussi parce qu'après leur journée de travail, s'ils arrivent, ou même un week-end où ils sont un peu crevés parce qu'ils ont bossé un peu plus tard, peu importe, bah, ils arrivent, ils sont contents aussi. Donc voilà, il y a des détails, des gestes tout bêtes qui peuvent avoir une importance énorme. C'est ça, Lazare, en fait, c'est ce que dit je sais plus qui, on vit des choses extraordinaires dans l'ordinaire. On fait un petit geste tout bête et cette fille-là, on est devenus amis. Tout ça parce que je lui ai fait son plumard, je lui ai nettoyé sa salle d'eau. Tout simplement. Non, mais c'est vrai que c'est des petites choses, mais quand on vit dans la rue, j'imagine que ces petites choses-là, elles deviennent énormes, en fait. Sauf que moi, c'était une fille qui habite pas dans la rue qui arrivait. Ah, c'était pas... Ah oui, d'accord. C'était une coloc, c'était une jeune pro, en fait, c'est ça? Parce que je ne savais pas qui allait prendre la chambre. On ne sait pas toujours. Quand on savait qu'il y avait une fille de la rue, on essayait de mettre du dentifrice, en plus des brosses à dents, du savon, un petit parfum, un petit geste qui peut la mettre un peu plus à l'aise. Enfin, des fleurs, ça c'était évident. Et les gars faisaient pas ça. On les avait enguirlandés. Donc je sais pas s'ils le font maintenant, mais ils mettent des carambars, je crois. Ils mettent des carambars. Non, mais ils faisaient même pas le lit, rien, quoi. On les avait enguirlandés. On avait dit, mais quand le gars il arrive, c'est pas parce que c'est un gars qu'il faut le laisser tout faire, bah quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et toi, Toum, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté cette année dans une coloc Lazare? Je vous dis, j'avais déjà commencé à me redresser, mais ça m'a redressé encore plus. Et puis la vie dans un presbytère, c'est pas la même vie qu'avec des jeunes. Et ça te redonne la joie parce que dans le presbytère, je venais de sortir de la rue, j'ai trouvé un boulot 1 mois après. En fait, j'ai emménagé dans le presbytère et 1 mois après, je me suis mise à bosser. Donc j'ai pas eu le temps d'atterrir, on va dire. Que là, tu te rends compte que t'es plus une merde, même si le presbytère, tu te dis t'es pas une merde, mais c'est un prêtre, c'est normal, c'est des prêtres. Là, c'est des gens normaux. Mais ils sont normaux aussi au presbytère, mais je veux dire, c'est des gens du quotidien qui te traitaient une merde, qui te balance une pièce, qui te regardent même pas,
dans la rue, quoi. Mm. J'ai gagné 1,5 cm. 1,5 cm. J'ai grandi de taille, c'est vrai? Oui, parce qu'en fait, à la rue, je marchais les épaules repliées. Ouais. Et puis, quand tu sors de la rue, tu te redresses. C'est génial, d'accord. J'ai gagné 1,5 cm. J'en croyais pas mes oreilles. Et puis, on retrouve notre sourire. On se sent tu normal. gagnes plus qu'1,5 cm. Tu gagnes déjà des amis et puis aussi de la confiance en toi, quoi. Quand tu dis je me tiens droite, c'est de la dignité, c'est ça. Ouais. La dignité, parce que tu payes ton loyer. Alors, au départ, c'était compliqué. J'avais pas de RSA. Enfin, ça a été un gros bazar. Mais après, tu es fier d'arriver en donnant, voilà, je te donne tant de mon loyer, ma nourriture. C'est pas quelqu'un à la rue qui te donne de l'argent. C'est toi qui donnes ce coup-ci. Et tu te dis, bon, si je vais acheter un briquet, je dis n'importe quoi. C'est moi qui le paye. C'est pas quelqu'un de la rue qui m'a donné de l'argent pour le payer. Oui, donc ça, c'est valorisant. Oui, carrément. Je me rappelle le premier Noël, on n'avait rien. Donc, ils avaient proposé aux accueillants, désolé de dire ça, de prendre des accueillis chez eux. Donc, moi, je suis allée dans une famille d'une coloc. Ils étaient 9 enfants dans une maison, un vrai château, pour fêter Noël. Ça devait être, ça devait être une sacrée expérience, parce que du coup, une grande table, j'imagine, ça fait quoi, 12, 13 personnes? Ils ne le savent peut-être pas, mais ils nous aident à nous redresser, même si c'est pas leur boulot, ils sont pas au boulot, ils sont en coloc. Mais on reprend notre dignité, on n'est plus des merdes, quoi. On t'appelle Toum, on te dit, est-ce que tu veux ça? T'as le droit de dire non. Oui. Au début, t'oses pas dire non. Tu veux des œufs, t'oses pas dire non, tu manges pas, tu dis que t'as pas faim alors que t'aimes pas les œufs, tout simplement. Non, mais c'est bête, mais... Ouais. Voilà, t'oses pas dire non parce que déjà t'as à manger, mais voilà, ils nous redonnent notre dignité, quoi. En fait, ça permet aussi j'imagine, de faire la transition, parce que, enfin, du coup, dans ce que tu racontes là, je me dis, mais en fait, c'est vrai que la transition entre je vis dans la rue et j'essaie de me sortir de la rue, et ce moment-là doit être très très difficile. Et là, la colocation, elle permet de faire ça plus ou moins en douceur, quoi. Oui. En fait, moi, quand je suis sortie de la rue, j'avais un super lit, je dormais par terre, dans ma chambre, parce que le lit était trop confortable. Le matelas était trop mou. Tu as vécu combien de temps dans la rue? 10 ans. Ah oui, 10 ans, la vache. Ouais. Et j'ai rencontré Tanguy le Turquet. C'est qui Tanguy le Turquet? Ah, mais c'est pas un skipper? D'accord. Et Tanguy, on s'était vu il y a 10 ans. Ah bon, dans la rue, du coup? Oui, il m'avait donné de l'argent quand j'étais SDF. C'est vrai. Et ça, tu t'en souvenais? C'était un truc qui t'avait... Ah non, c'est lui. C'est lui? Ah, c'est vrai, c'est génial. Waouh. Oui, en fait, c'est ça aussi, l'association Lazare. Vous êtes accompagné par Enfin, vous avez des parents. Non, en fait, Clarisse Kremer, donc, qui est la femme de Tanguy, avait cherché une cause à défendre sur son Vendée Globe. Enfin, en gros, ouais, d'accord. On s'est rencontrés au moment où elle avait cette idée-là. Et en fait, elle nous a dit, finalement, c'est vous qui allez être mes parrains, parce que je vais avoir besoin de soutien pendant mon Vendée Globe, et finalement, je peux rien rêver de mieux que d'avoir des gens qui ont connu la galère de la rue comme soutien pendant ce Vendée Globe. Et Tanguy nous a connus comme ça par Clarisse, et quand lui, il a eu l'idée de faire un Vendée Globe, il nous a dit qu'il avait envie de le faire pour Lazare. Donc voilà. En fait, c'est pas eux qui sont parrains, c'est vous qui êtes parrains de leur aventure. La marraine du bateau. Ouais, voilà, c'est Toum et Christian qui sont parrains et marraines du bateau, qui a été baptisé juste avant la route du Rhum. Et je suis montée en haut du mât, qui fait 30 mètres c'est vrai, avec le harnais? Oui. C'est ça? Alors, c'était comment? J'avais demandé à Tanguy, il m'a fait, mais Toum, le mât, il fait 30 mètres de haut. Je lui dis, je m'en fiche, c'est pas moi qui mouline pour me monter. Bien joué. Et alors, comment c'était? Génial. C'est vrai? Bien là-haut, moi. C'est haut quand même, 30 mètres. Ça doit être magnifique, franchement. Ah oui, c'était extraordinaire. Alors, je sais pas combien c'est Aliénor qui va dire ce qu'elle a ressenti, ce que les gens ont senti, parce que moi, je sais pas. Ah ouais, c'était marrant. Combien on était? On était, je pense qu'il y avait 1 millier de personnes sur le ponton, en fait. Là, je sais pas si tu connais un peu le Vendée Globe. Un petit peu. Je vois les images, en fait. Ok. C'est l'événement sportif le plus suivi en France, parce que ça dure 3 mois. Et la route du Rhum, c'est une des qualifications pour le Vendée Globe. Et du coup, là, c'était en novembre, jusqu'à Pointe-à-Pitre. On est parti de Saint-Malo jusqu'à Pointe-à-Pitre. Enfin, il est parti. Mais et voilà. Et en fait, on a fait le baptême sur les pontons le samedi, qui était censé être la veille du départ. Ça a été repoussé parce qu'il y a eu une tempête. Ah oui, d'accord.
Et voilà, et Toum Toum et Christian, donc on baptisé le bateau. C'est génial s'il y avait, je sais pas, une centaine de colocs quand même déjà. 200 Non. On n'était pas de 200. Non. Et puis en fait les gens se pressaient sur les pontons pour regarder. Enfin, je pense qu'il y avait des centaines, voire des milliers de personnes. Et surtout, c'était retransmis en direct dans tout le village de la Route du Rhum. Donc tout le monde a entendu le baptême du bateau. Et puis après, Toum Toum qui avait fait une scène à Tanguy pour monter en haut du mât. Ah non, j'ai pas fait une scène. J'ai pleuré la veille parce que tu sais, il y a une tempête, on peut pas y aller. Alors j'ai pleuré, puis je fais tant pis si on le fait tous les deux à Lorient, c'est pas grave. Il y avait pas le choix, il y avait une tempête. Donc. La veille, il y avait une tempête, du coup le mât qui fait quand même 30 mètres de haut bougeait. Ah oui, ouais, ça donne pas trop envie d'être en haut quand même. Si, mais c'est pour ma sécurité. Oui. Là, tu vois pas, mais Toum Toum, Je suis en fauteuil roulant. Elle est en fauteuil quand même, donc elle a pas trop l'usage de ses jambes. De ma jambe gauche. Mais oui, j'avoue, purée. Mais du coup, ouais, je comprends que te faire monter là-haut, c'était encore un autre défi. Du coup, ouais, en fait, il fallait pas qu'elle s'enroule dans les cordages, etc., parce qu'on n'aurait pas su la faire descendre. Je serais restée là-haut pendant la Route du Rhum, ça aurait été chouette. Ça doit bouger un peu quand même. Ouais. Du coup, c'était vraiment sympa parce que tout le monde l'encourageait d'en bas. On avait tous un peu le vertige de la voir monter. En plus, elle avait une GoPro sur la tête qui tenait pas parce qu'elle avait mis par-dessus son bonnet. Ça a failli tomber. Elle tombait pas, mais je voulais regarder ce qui se passait en bas. C'était chouette la vue. Sauf que j'ai senti que la caméra elle bougeait. J'ai relevé la tête. J'ai pas pu profiter de ce qui se passait en bas. Ouais. Mais c'est pas grave. Ouais, non, mais ça devait être une super expérience en effet. Pour revenir un petit peu du coup à la culture d'entreprise et du coup au vivre ensemble, on a vu un petit peu comment est-ce que vous créez ce vivre ensemble dans les colocations. Toi, Aliénor, tu disais que les sans-abri, les anciens sans-abri, en tout cas les anciens colocs aussi de Lazare, ils pourraient faire de très très bons mentors dans les entreprises. Est-ce que tu peux nous expliquer ? En fait, Lazare a ceci de particulier que, en fait, on vit ensemble vraiment de façon horizontale et en fait, je pense que, la société est pas trop habituée à ce mode de fonctionnement où chacun paye son loyer, on a tous des obligations les uns envers les autres, il n'y a pas d'accueillis ou d'accueillants. Et du coup, c'est vrai que quand on parle de Lazare, on nous demande qu'est-ce que vous faites pour eux, vous refaites leur CV, c'est bien ce que vous faites, etc. Mais non, rien du tout. De fait, non, en fait, on fait rien, on vit juste ensemble, on fait rien de particulier, on n'est pas plus coloc que d'autres. Et du coup, on a vraiment à cœur de faire passer ce message-là. Et déjà, il y a 2 messages. Et le premier, c'est il y a de la joie à habiter ensemble. Et le deuxième, c'est les personnes. Il y a Toum Toum qui dit oui à côté. Et le deuxième, c'est quoi, pardon ? Les personnes qui sortent de la rue ont quelque chose à nous apprendre aussi, et c'est ce qu'on apprend aussi en vivant en colocation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plus d'expérience que nous, qui ont traversé des choses plus dures, qui savent pourtant pleurer avec toi de tes propres peines, en fait, parfois, les prendre tout aussi à cœur que les leurs. Et du coup, je pense que oui, c'est des gens qui feraient énormément de bien en tant que mentor dans les entreprises. Je pense à des sujets comme la résilience, mais Toum Toum, tu peux en parler, ou la notion de la vulnérabilité, comment savoir faire de ça une force. Il y a beaucoup de choses aussi sur l'audace, en fait. Il y a beaucoup moins de barrières mentales, parce que c'est des personnes qui ont vécu des situations beaucoup plus extrêmes. Et en fait, quand j'ai dit à Toum Toum l'année dernière, tiens, tu ferais pas une course en stop avec nous, déguisée, elle m'a dit tout de suite oui, mais je pense que j'aurais demandé à ma mère ou autre, elle m'aurait dit non, évidemment, elle aurait voulu savoir quelles étaient les modalités, mais Toum Toum, elle a dit si, en plus Toum Toum, elle est en fauteuil, comme on l'a dit, mais direct, c'est je viens, on fait comment, où est-ce qu'on s'inscrit, quoi. Ah ouais, c'est génial. Oui, en effet, il y a de l'audace, il y a cette envie d'aventure, quoi. Et là, il m'emmène en Israël. Ah oui, c'est vrai. Elle est partie en Israël. Oui, j'ai eu peur qu'ils m'emmènent pas à cause de mon fauteuil. Et ils m'ont dit là tout à l'heure, on t'emmène. C'est vrai, bon bravo, félicitations. C'est quoi le projet ? Alors le truc avec Lazare, c'est que je vis plein de choses. Ouais. J'ai vu le pape, je sais pas combien de fois. Il m'a fait un câlin, j'ai des preuves. Des photos, c'est trop bien. Oui. J'ai été à faire du bateau avec eux. Je me suis baignée en plein milieu de l'océan. Je fais plein de choses. Et en fait,
avec Lazare, je vais le dire à Linor, je sais pas si elle le sait, je ne voulais plus les voir quand je suis partie. Donc pendant 2 ans, je les ai pas vus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des petits soucis quand j'étais coloc, avec un coloc au-dessus de chez moi. Et donc là, j'ai dit stop, je veux plus les voir. Parce que ils sont sympas, mais je me suis pas quittée. Je suis pas partie fâchée, mais j'en avais quand même à travers la gorge. Et au bout de 2 ans, j'ai rencontré encore, c'est souvent Loïc. Loïc, dans la rue, qui m'a dit, allez, Toum Toum, reviens, un repas d'amitié, machin, ouais. Bon, je reviens, il me fait, ah, Toum Toum, on va à Rome, ça te dit de venir? Attends, là, j'ai à peine de revenir, on va attendre un petit peu. Et puis, j'ai refait un voyage à Rome, puis j'ai recréé des liens avec eux. Et j'ai bien fait. Et maintenant, voilà, t'as vécu des choses extraordinaires pour le coup. Ah bah oui. Et puis, ça continue, c'est pas encore fini. Elle s'est retrouvée sur la scène du Bataclan devant 1000 personnes en octobre avec Tanguy. Oui. Pour témoigner. Oui. Waouh, ok. Oh, ça doit être impressionnant, ça. C'était la star. Voilà. Vivre avec Lazare, je veux dire, quand t'as un RSA qui est à 500 €, un truc comme ça, tu peux pas partir à Jérusalem, tu vas pas voir le pape, tu vas pas au Bataclan monter sur la scène avec Tanguy, surtout que tu viens de la rue, donc t'es une merde, entre guillemets. Hein? Non, mais c'est vrai, je suis un peu cash. Hein. Tu vas pas faire un séjour voile pendant 6 jours, faire une croisière, en gros, sur les îles bretonnes. Tu fais pas une course, parce que j'ai fait une course qualificative avec Tanguy sur son bateau. Non, mais ça va pas, on m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais fait, non, mais dans tes rêves, quoi. Voilà, on fait plein de trucs, et en même temps, on a un aimant qui nous attire pour revenir à Lazare. Je sais pas ce que c'est. Une fidélité. Oui, c'est la famille, en fait. Ouais, mais il y a un aimant. En fait, moi, je reviens une fois par mois au dimanche d'amitié, et ça m'arrive de revenir entre le dimanche d'amitié. Donc, je vais m'asseoir dans le bureau, je prends un café, puis je dis rien, je suis sur mon téléphone, tranquille. J'embête pas les filles qui bossent et les gars qui bossent. Et t'es accueilli quand même, quelle que soit l'heure. Ils t'accueillent, ils t'ouvrent la porte. Bonjour, ça va? Ah ouais, donc il y a ça aussi. Ouais. Ils travaillent là, c'est des salariés. Là, je parle de vous. Hein. Et ils sont disponibles quand même pour nous accueillir, nous faire rentrer, ou ouvrir la fenêtre pour écouter quelqu'un qui parle. Ils ont quand même... c'est pas dans toutes les boîtes qu'il y a ça, quoi. Dans les boîtes où je travaille, tu viens à 5h moins le quart, je suis à 5h moins 5, je suis à 5h, quoi. Ouais. Pour t'expliquer, grâce, on a nos bureaux au rez-de-chaussée de la maison de Nantes, en fait. Ouais, d'accord, ok. Et toi, Toum Toum, du coup, maintenant, c'est quoi ton quotidien? T'es salarié aussi, alors? Non, moi, je suis rien du tout. Rien du tout. Je suis une ex-Lazare. Une ex-Lazare, d'accord. Ex-Lazare. Qui vient témoigner. Qui vient de temps en temps leur rendre visite pour faire des choses aussi sur mon LinkedIn, mon LinkedIn. Je fais exprès. Et qui vient les voir. Et puis voilà. Là, aujourd'hui, je suis venue pour partir en Israël. Avec une bonne nouvelle. Et puis pour cette interview aussi, bien sûr. Bah oui, ça, j'ai été prise de court. Hein. Surprise. Elle avait perdu ses mots de passe LinkedIn parce qu'elle voulait se faire un compte LinkedIn pour suivre Tanguy et compagnie. Et en fait, elle avait perdu ses codes, donc on est en train d'essayer de le retrouver. D'accord. Et je lui ai dit, il y a une interview si tu veux participer. Voilà, trop bien. Ouais, ça tombe bien. Justement, en parlant de LinkedIn, en fait, on fait le lien assez naturellement. C'est hyper important pour vous, cette communication sur les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, Aliénor, tu me disais que c'est toi qui t'en occupes. Est-ce que tu peux raconter un petit peu tout ce que tu fais et quels sont les enjeux pour vous? Ouais, en fait, nous, on a plusieurs enjeux. On a 3 enjeux de communication. Le premier, c'est tous les colocs qui veulent venir vivre avec, parce que s'il n'y a pas de jeunes actifs ou de familles, les maisons tiennent pas. Le deuxième, c'est d'avoir des dons, parce que c'est les dons qui nous permettent d'ouvrir les maisons. Après, les loyers nous permettent de maintenir les maisons, mais c'est d'avoir les dons privés qui vont nous aider. Et le troisième, c'est de changer le regard de la société, donc de faire vivre une aventure humaine à l'ensemble de la société en communiquant. Et LinkedIn, on est assez présent parce que c'est un peu un hasard. En fait, j'avais communiqué, moi, sur ma démission. Avant, j'étais dans un grand groupe, donc j'avais fait une vidéo sur mon année. C'était plus pour moi à l'origine et je l'avais postée et j'avais vu il y a eu énormément de réactions. Et donc, j'ai trouvé que c'était un réseau qui était presque plus intéressant que Facebook ou Instagram parce que là, il y a des patrons de boîtes qui peuvent... il y a Nicolas Cordier, plein de gens qui ont plein d'idées pour nous aider et nous accompagner.
et qui aussi ont pas le temps forcément de sortir la tête de leurs écrans et d'aller faire des maraudes. Donc, c'est aussi une rencontre un peu avec nos colocs. Il y a des jeunes actifs potentiels ou les frères et sœurs de jeunes actifs potentiels. Il y a des familles aussi. Enfin, il y a un peu tout notre écosystème. Ouais. Mm. Et puis, en fait, tu as accès aussi à des gens très riches, on va dire, qui sont dans d'autres sphères et qu'on aurait du mal à aller toucher par le bouche à oreille et qui profitent aussi de ce qui se passe chez nos colocs, en fait, quand on raconte qu'un tel a retrouvé du boulot. Enfin, on lutte aussi contre les préjugés de une personne est à la rue, c'est trop tard, elle est forcément alcoolique, elle a pas envie de s'en sortir, c'est un choix, etc. Enfin, tous ces préjugés-là, je trouve qu'en communiquant sur les réseaux, on arrive à les casser un peu. On arrive à montrer que la vie en coloc, c'est pas la galère, c'est pas des saints qui vivent avec des gens difficiles à vivre. C'est pas du tout ça. C'est des gens normaux qui vivent ensemble. Le seul truc un peu étonnant, peut-être, c'est la différence d'âge souvent. Mais il y a énormément d'humour dans nos maisons. Enfin, il y a de la joie. Enfin voilà. C'est Toum Toum qui hoche la tête à côté. Le pompon. Oui, le pompon du bonnet. Non, mais c'est vrai que du coup, sur LinkedIn, vous faites beaucoup de vidéos, notamment où vous imitez un petit peu les startups avec le langage startup. Enfin, ce genre de petites vidéos qui marchent bien et qui permettent aussi de communiquer sur l'association. En fait, c'est vrai que, moi, j'avais un peu l'image quand je viens pas de la com, hein, mais j'avais un peu l'image de la com associative, un peu vindicative ou misérabiliste, soit je caricature, mais tu vois, peut-être te faire pleurer sur la misère du monde pour te toucher et te faire donner ou participer, pousser à l'action, ou alors un peu vindicative, c'est scandaleux, il y a encore des gens dans la rue à notre époque et je pense que c'est nécessaire aussi, mais en fait moi c'est pas forcément le choix qu'on a fait en fait avec Lazare, parce que ça aurait pas été si sincère que ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas de colère, on vit ensemble, on n'est pas des spécialistes de la rue non plus, donc on cherche pas des stats toute la journée sur tout ça. On veut juste montrer que vivre ensemble c'est possible. Et du coup, un peu notre axe de com, en fait, ça va être d'étonner, d'aller chercher les gens là où ils en sont, au lieu de les culpabiliser ou de leur dire va te lever le dimanche matin pour aller donner des petits déj dans le froid, voilà. Regarde notre vidéo, partage-la, et en fait les gens, j'ai envie qu'ils viennent. Le mieux ce serait qu'ils viennent avec nous parce que ils ont trop envie de vivre un truc avec nous, quoi. Qu'ils participent à la Mad Jack, donc une course en stop. Et plus tellement en venant dire qu'est-ce que je peux faire pour vous, mais comment je peux être avec vous, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, c'est aussi ce que tu disais par rapport à ne pas seulement donner ou faire un chèque et donner de l'argent. C'est vraiment aller plus loin dans un engagement qui est plus constructif, en fait. Aller rencontrer, quoi, sortir un peu de sa zone de confort. Et puis, oui, arrêter de considérer que c'est le SDF qui a besoin de nous, mais qu'en fait, on a l'un et l'autre des choses à sa portée. Ouais. D'accord. Et je pense que, si t'as envie de redonner ta dignité à quelqu'un et si t'as vraiment envie de contribuer, en fait, faut aller. Mon expérience, c'est simplement d'aller dire à quelqu'un j'ai besoin de toi. Ça tient en ces mots-là. C'est en fait au début en coloc, tu te dis je vais faire le ménage à sa place ou autre parce que ça va aller plus vite, ou on va faire. En fait, non, vraiment solliciter les gens, leur demander leur aide. En fait, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un. Pour le considérer. Et c'est très dur. C'est très dur quand tu as l'habitude d'être autosuffisant. Mais vraiment, s'il y a un truc, tu peux donner de l'argent en passant dans la rue, tu peux donner de la bouffe et tout. Mais moi, je sais pas, Toum Toum, tu me dis si j'ai tort, mais même aller voir quelqu'un, lui demander son prénom et peut-être demander de l'aide, hein, juste vous connaissez telle rue, voilà. C'est tout bête, mais ça peut vraiment changer la donne. Il y a un témoignage que Loïc fait, parce que je lui ai fait ce témoignage-là. Il m'a demandé quels ont été tes 2 meilleurs souvenirs à la rue. Donc, je raconte une dame, je venais de m'asseoir. On avait des tours, on se faisait un relais avec les potes. Et donc, je venais de m'asseoir à 8h du matin, 8h05, même pas 8h05. Elle me balance 50 € et elle me dit, je sais pas où vous allez les mettre. Je lui dis, je les mets là. Elle me fait, venez avec moi. Et moi, comme une imbécile, je mince, je laisse ma manche. Je venais d'avoir 50 € quand même. Hein. Donc, je me lève,
Elle me donne 30 € et elle me fait, je suis désolée, j'ai rien d'autre. Bon, j'avais fait 15 jours de manche. Un autre témoignage, un jeune, costard-cravate, très chic, qui me dit, je peux m'asseoir à côté de vous? Bon, j'attends mon train. Ben, je dis, il y a un café en face. Il me dit, j'ai pas d'argent, mais j'ai du temps. Oh, dis Ben, donc, il c'est s'assoit. sympa. Le gars, il avait 17 ans, il rentrait à HEC, pété de thunes, enfin bon. Et à la fin, on a discuté pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, j'ai fait, dites donc, il y a votre train qui va partir. Donc voilà, c'est des témoignages quand même. Je sais plus pourquoi je voulais dire ça. Pour qu'on soit considéré. Un autre témoignage rapide. Si je parle trop, vous me dites. Hein. Allez-y. On était à Lourdes et puis Loïc m'a dit, tiens, Toum Toum, tu veux venir témoigner? Donc je témoigne et puis avec les gosses. Et puis le témoignage se termine, on s'en va. Et puis je leur ai dit comme ça, vous savez, les SDF, c'est pas quelqu'un, c'est pas, il y en a qui sont drogués, il y en a qui sont alcooliques, il y en a qui sont les deux, il y en a qui sont rien du tout. Moi, j'ai jamais été ni drogué ni alcoolique. Donc, s'ils ont une dépendance, c'est parce que c'est leur mari, leur femme, leur enfant, leur maison, leur chien. Enfin, voilà, la dépendance, c'est le lien qui les raccroche à leurs parents, peut-être. Hein. Et donc, je leur dis, mais si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez lui donner un petit bout de pain ou lui dire bonjour. Et le lendemain, les gens, j'étais dans mon fauteuil, donc ils me reconnaissaient de loin. Les gamins, Toum Toum, moi j'ai donné ma bouteille d'eau au SDF, et puis moi je lui ai donné ma pomme, et puis moi mon sandwich. Pendant une semaine, les gamins à Lourdes, ils se sont battus pour donner à manger et à boire au SDF et leur dire bonjour monsieur, bon, et se pencher. Je leur dis, fais pas ça quand ils donnent de l'argent. On n'est pas des merdes. Baisse-toi. Il y a une dame un jour que je connais, femme de médecin que je connaissais, qui me tend des pièces oranges, 1 et 2 centimes. Je regarde, je fais, Alice, tends ta main. Elle s'appelait Alice. Elle tend sa main, je lui fais, on sait jamais, ça peut te servir. Ah, purée. Parce que comme son mari, je savais qu'il était médecin aux urgences. Donc, voilà. Je refusais pas les pièces oranges, hein, mais sachant de qui ça venait, là, j'ai dit non. Ah bah non. Donc voilà, on n'est pas des merdes non plus, quoi. On n'est pas des poubelles. Enfin, les pièces oranges, on sait jamais quoi en faire. C'est vrai que ça peut nous aider, mais bon. Alors, on ne demande pas d'avoir 500 €, hein, ni 80. Mais quelqu'un qui... Ouais, il y a un gars qui fait de la musique à Nantes. J'ai un petit tambourin, là, miniature, que je garde dans mon sac. J'ai un rendez-vous le mardi, je m'arrête avec lui, puis je joue de la musique. La première fois, il m'a tendu une pièce de 2 €. J'ai fait non, j'ai pas besoin, c'est pour jouer avec toi. Donc, à chaque fois, on a un morceau fétiche et dès qu'il me voit arriver, il joue le morceau et moi, je joue avec lui. Voilà. Et ça le rend digne. Enfin, il voit que quelqu'un s'intéresse à lui. Voilà ce qu'on a besoin. On dise bonjour, madame, bonjour, monsieur. On te tend pas forcément la main, mais c'est pas te regarder comme ça. Oui, toi t'es SDF, moi je suis. Non, on est des êtres humains. Et à la rue, on devient des merdes, quoi, même des sous-merdes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je pense que ça fait partie aussi. Il y a des demandes d'argent, mais il y a aussi le changer le regard des gens. On ne demande pas forcément que tu nous donnes du pognon, mais que tu nous considères. Oui, c'est ça. C'est se parler, quoi. C'est voilà. Même si se regarder. Bonjour monsieur, je reviens tout à l'heure et au retour je m'arrête. Pas trop longtemps parce que tu lui casses sa manche. Eh ben oui, s'il y a quelqu'un qui parle, on lui donne plus l'argent. Donc faut pas rester trop longtemps, mais un petit peu quoi. Oui, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, j'avoue. On arrive déjà à la fin de ce podcast, pour le coup. À chaque fois que j'arrive à la fin de ce podcast, je demande à mon invité, cette fois-ci on en a 2, de me donner une citation, quelque chose qui leur parle. C'est une devise, ça peut être plein de choses. Est-ce que vous avez toutes les deux quelque chose à me partager ? Alors nous, on a une citation qu'on se redit souvent à Lazare, c'est vous n'êtes pas appelé à réussir, mais à être fidèle. C'est une citation de Mère Teresa, et c'est une citation qui nous aide à nous rappeler qu'on n'est pas. Enfin voilà, parfois ça se termine mal. D'ailleurs, tu vois, Toum Toum t'en a parlé de ça. Toum Toum, elle était dérangée par le bruit d'un voisin qui l'empêchait de dormir la nuit, donc elle est partie un peu fâchée. Ça arrive parfois que des gens partent fâchés et en fait, j'ai dormi dans ma voiture à cause de ça. Et ça arrive que les gens partent fâchés et en fait on se rappelle ça, juste on reste fidèle, et ça arrive aussi que les gens reviennent comme Toum Toum. Donc parfois des gens qui étaient partis fâchés reviennent à des goûters de l'amitié, à des dîners de maison. Donc c'est pas enfin voilà, c'est pas toujours la fin et on peut pas jauger la réussite
du passage de quelqu'un à ça. Et après, j'ai une citation que j'aime beaucoup personnellement. C'est une citation de Goethe qui dit « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. » Ça, je l'aime bien. Oui, en effet, ça nous parle particulièrement après le témoignage de Toum Toum aussi, de cette audace qu'il faut, et puis tout ce que tu fais aujourd'hui, Toum Toum. Que ce soit monter en haut d'un mât, aller en Israël, c'est trop bien. Il rêve tant qu'on peut. Ouais. Ma mère m'a toujours dit, vis le bel aujourd'hui du père, vis l'instant présent. Donc quand t'es jeune, les parents... Et puis là, je suis tombée handicapée. J'étais pas handicapée quand je suis arrivée à Lazare. Bon, c'est un handicap qui évolue très vite. Donc, quand Aliénor, la première Madjak, on l'a pas faite à cause du confinement. Elle me dit, on fait la Madjak. Elle s'est inscrite sur la Madjak. Chez non, je suis trop crevée. Repose-toi. Ouais, mais oui. Oui, mais non, parce que elle trouvait des réponses à tout. Donc, j'ai dit oui. Bon. Et grâce à cette Madjak, j'ai vu Tanguy. Et il faut vivre. Si on te dit, demain, fais ça et que tu peux le faire, fais-le. Parce qu'après-demain, tu sais pas si tu pourras le faire. Merci. Si à la rue, tu vis dans le caca, t'imagines pas que tu vas faire tout ce que j'ai fait. Carrément. Moi, je me serais dit, non, mais... Impossible. Ouais. Grave. Eh ben merci beaucoup Toum Toum pour ton témoignage. Merci beaucoup Aliénor. C'était un épisode un petit peu particulier pour le coup parce qu'on parle pas d'une entreprise, on parle pas de ce dont on a l'habitude de parler, et en même temps je trouvais que c'était très intéressant de mettre en avant en fait votre association et puis aussi le projet, la mission que vous portez, parce que oui, on peut vivre ensemble, on doit apprendre à vivre ensemble et regarder autrement la différence. Je dis la différence, on parle des sans-abri, on parle d'ailleurs aussi des personnes en situation de handicap. C'est la différence, même on parle de l'âge aussi. Et vous, c'est un petit peu cette leçon-là, quoi. C'est acceptons la différence et puis surtout, intéressons-nous à la différence. On est dans la douche, on est tous pareils. Hein. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de différence. Hein. C'est très vrai, c'est très vrai. Non, merci beaucoup et puis bon voyage en Israël alors. Merci. Merci. Salut Grâce. Salut. Au revoir Grâce. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu ? Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif ? Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr.